Euh, donc oui, c'est un thème, c'est le thème valeur est employé bien souvent à toutes les sauces, mais en fait, il y a différentes valeurs. Enfin, le mot valeur, en fait, c'est du latin valorem, être fort. Alors donc, ça signifie la force, le courage à la guerre, dans le combat, à l'origine, par extension de l'idée de force, ce que vaut une chose. Donc, ça peut être aussi un terme de mathématiques, toute quantité exprimée en chiffres ou même algébriquement et provenant de la résolution d'une ou plusieurs équations. Donc, on peut parler de valeur intellectuelle, de valeur morale, donc le prix qu'on attache par exemple à une chose intellectuelle ou morale. Alors, j'ai 18 pages, mais rassurez-vous, je ne vais pas toutes les lire. Il est question de valeur dans tous les domaines. On parle de valeur culturelle, de valeur morale, mais aussi de valeur esthétique et bien entendu de valeur économique. Or, qu'ont en commun toutes ces valeurs si ce n'est le même terme? Il semblerait ainsi que le succès que rencontre la notion de valeur, y compris dans le débat public et politique, où elle est invoquée à tout propos, tient pour une bonne part au flou qui l'entoure. En fait, sur ce thème, moi, je me suis appuyé sur, je lis toujours sur des bouquins quand je prépare des trucs, sur deux livres, un de John Dewey, peut-être que quelqu'un le connaisse, qui s'appelle La formation des valeurs. John Dewey est à l'origine du pragmatisme, est un de ceux qui sont à l'origine du pragmatisme. Il y en a deux ou trois Américains, je ne me souviens plus les noms. Et puis un autre livre qui s'appelle La structure des valeurs est-elle universelle? En fait, c'est l'analyse d'un sociologue israélien, Schwartz, qui a beaucoup travaillé sur les valeurs, qui les a classées, qui a fait des enquêtes en Europe, dans toute l'Europe d'ailleurs, pour savoir quelles étaient les valeurs mises en avant par les différents individus et sociétés. Donc les valeurs, on les utilise en fait pour caractériser les individus ou les sociétés, pour suivre le changement au cours du temps et pour expliquer les motivations de base qui se sous-tendent, attitudes et comportements. Les valeurs sont à l'origine des lois, des règles, des conventions et des coutumes qui régissent les groupes et les relations entre individus qui les composent. En fait, selon un sociologue qui s'appelle Hassel, en 1984, 4 caractéristiques confèrent ainsi les valeurs. Donc, les valeurs sont d'abord apprises au sein d'une société ou par transfert entre les sociétés. Un système de valeurs se concrétise par un ensemble de normes. Donc, il y a bien souvent, dans la philosophie, on a confondu, on a opposé les valeurs aux normes régissant les comportements. Et les valeurs sont partagées au sein d'un même ensemble social. Et les valeurs sont à la fois stables et dynamiques, leur évolution se produisant sur un cycle long. Alors, selon Shalom Schwartz, donc le sociologue dont je vous parlais, qui est psychologue à Jérusalem, ce sont des concepts ou des croyances qui se rapportent à des fins ou des comportements désirables. Elles transcendent des situations spécifiques et sont l'expression de motivations destinées à atteindre des objectifs particuliers comme la sécurité, l'accomplissement, l'autonomie. Elles guident les choix et permettent l'évaluation de comportements envers des personnes et des événements. Elles sont ordonnées selon leur importance relative en tant que principes qui guident la vie. Et ces valeurs, donc, en fait, répondent à 3 besoins qui sont le besoin biologique. Par exemple, le besoin sexuel de l'individu peut, par exemple, être transformé en valeurs telles que l'intimité ou l'amour. Le besoin d'une interaction sociale coordonnée. Ce type de besoin peut, par exemple, être transformé en valeurs telles que l'honnêteté ou l'égalité. Le besoin de survie et de bien-être au sein des groupes.
Ce besoin peut, par exemple, être formé de valeurs telles que la sécurité nationale ou la paix mondiale. En fait, il a réparti, enfin, dans son modèle de sociologie, hein, il a, disons, défini 56 valeurs regroupées en 10 domaines motivationnels. Donc, quand nous pensons à nos valeurs, nous pensons à ce qui nous semble important dans la vie, en fait. Chacun de nous accorde des degrés d'importance divers à de nombreuses valeurs. Par exemple, la réussite, la sécurité, la bienveillance. Une valeur particulière peut être très importante pour une personne et sans aucune importance pour une autre. Cette théorie des valeurs donc adopte une conception des valeurs qui leur attribue 6 caractéristiques principales. Donc la première, les valeurs sont des croyances associées de manière indissociable aux affects. Deuxièmement, les valeurs ont trait à des objectifs désirables qui motivent l'action. Les valeurs transcendent les actions et les situations spécifiques. Les valeurs servent d'étalons ou de critères. Les valeurs sont classées par ordre d'importance les unes par rapport aux autres. Et l'importance relative de multiples valeurs guide l'action. Donc, dans ces 6 domaines, bon, je n'ai pas lu, mais j'ai des exemples. Donc, s'il y en a qui veulent revenir sur ces modèles, je pourrais revenir dessus et citer des exemples. Shalom Schwartz, en fait, définit chacune de ces 10 valeurs de base par l'objectif global qu'elle exprime. Alors, ces 10 valeurs de base, bon, c'est pareil, je vais être rapide. L'autonomie, qui a pour objectif l'indépendance de la pensée, l'indépendance de l'action, choisir, créer, explorer. La stimulation, dont l'objectif est l'enthousiasme, la nouveauté et les défis à relever dans la vie. 3, l'hédonisme, dont l'objectif c'est le plaisir ou gratification sensuelle personnelle. 4, la réussite, objectif le succès personnel obtenu grâce à la manifestation de compétences socialement reconnues. 5, le pouvoir, dont l'objectif c'est le statut social prestigieux, le contrôle des ressources et la domination des personnes. 6, la sécurité, donc l'objectif c'est la sûreté, l'harmonie et stabilité de la société, des relations entre groupes et entre individus, et de soi-même, bien sûr. Alors, 6. Je mélange dans les crayons. Ah voilà. Excusez-moi. Oui, la 7e, donc c'est la conformité, pardon, oui, je n'arrive plus à m'en lire. La conformité, dont l'objectif, donc modération des actions, des goûts, des préférences et des impulsions susceptibles de déstabiliser ou de blesser les autres, ou encore de transgresser les attentes ou les normes sociales. La tradition, dont l'objectif c'est le respect, l'engagement et l'acceptation des coutumes et des idées soutenues par la culture ou la religion auxquelles on se rattache. Ensuite, 9, la bienveillance. L'objectif, c'est la préservation et l'amélioration du bien-être des personnes avec lesquelles on se trouve fréquemment en contact. Et en 10, donc, l'universalisme, dont l'objectif, c'est la compréhension, l'estime, la tolérance et la protection du bien-être de tous et de la nature. On peut éventuellement ajouter une 11e valeur qui est la spiritualité, dont l'objectif des valeurs de spiritualité est le sens, la cohérence et l'harmonie intérieure, donc obtenue en transcendant la réalité quotidienne. Alors, on observe généralement, suivant les études, la hiérarchie suivante dans les valeurs, quoi. Quelles sont les valeurs les plus importantes? Alors, c'est la bienveillance, l'universalisme, l'autonomie, la sécurité, la conformité, l'hédonisme, la réussite, la tradition, la stimulation et enfin le pouvoir.
En fait, les valeurs, elles constituent des modèles que les individus ont intériorisés. Les individus invoquent telle ou telle valeur pour prouver que tel ou tel comportement est approprié, pour justifier leurs exigences vis-à-vis des autres et pour susciter les comportements désirables. Consciemment ou non, les agents de socialisation cherchent à inculquer des valeurs qui permettent la survie du groupe et la prospérité. En fait, les 10 valeurs dont on a cité concordent avec les 4 pulsions innées, qui sont 1, acquérir, 2, relier, 3, apprendre et 4, défendre. Donc, pour terminer mon introduction, on pourra revenir après sur sur les différentes valeurs. Dewey, donc philosophe, reconnaît tout à fait que les valeurs sont liées à nos désirs et à nos intérêts subjectifs. Il reconnaît en outre le fait que les valeurs doivent être évaluées en fonction d'un contexte, bien sûr, et d'une situation bien précise. Je vous remercie pour votre attention. Donc, moi, ce qui m'intéresserait dans ce débat, en fait, ce serait que chacun exprime la valeur qui, pour lui ou elle, est la plus importante, celle qui a guidé sa vie à une certaine époque, mais qui a peut-être évolué, qui maintenant, c'est une autre valeur qui mène sa vie. Enfin, voilà. Bon, donc, je vous laisse la parole. Alors, je vois que Guy a commencé à demander. Donc, Guy, tu rallumes ton micro. D'accord, c'est fait. Donc, j'ai également préparé un tout petit texte sur un débat que j'avais déjà fait. Peut-être qu'on l'a fait ensemble, d'ailleurs. C'était en 2014. Moi, c'était avec... merde, comment ça s'appelle pas Régine. Une fille qui fait des ateliers philo aussi depuis longtemps. Là. Bon, elle est petite, assez bien portante. Ah oui, je vois, oui, je vois qui tu veux dire. Vous voyez pas qui c'est? Le nom m'échappe aussi. Ça va revenir. Au cours du débat, ça va nous revenir. Bon, je me lance alors. Donc, ma définition du mot valeur, avant de consulter les dictionnaires, serait une règle ou des règles, morales ou éthiques, que se fixe un individu, un groupe, une société, à partir desquelles se construit psychologiquement, socialement, l'individu, le groupe, la société. Les valeurs s'imposent à notre conscience et nous nous obligeons à les respecter si nous en avons une. Je parle de la conscience, bien sûr. Une valeur, écrit Natacha Polony dans L'homme et l'avenir de la femme, une valeur est une quantité vers laquelle nous nous efforçons de tendre au nom de l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes, soit à titre individuel, soit à titre collectif, en tant que groupe social, nation, civilisation. Fin de citation. Les valeurs seraient alors ce qui vaut, entre parenthèses, puisque cet terme ce qui vaut sera souvent évoqué, ce qui vaut des lois communes qui peuvent être également non écrites et peuvent avoir des origines sociétales, de tradition, d'idéologie, voire religieuses. Le concept de valeur qui nous intéresse particulièrement est d'ordre philosophique. Nous prenons ce mot valeur dans le sens de normes sociales et non dans le sens de valeur d'échange ou de valeur commerciale. Les valeurs sont alors morales, le bien ou le mal, ou éthiques, le bon et le mauvais. Mais quels sont les critères qui les soutiennent? Quels sont leurs sens? Et nous aurait dit Nietzsche, puisque c'est un peu son propos, quelle est la valeur de nos valeurs? Au-delà des idées héritées, qui pourraient être universelles ou du groupe, nous choisissons des valeurs auxquelles nous adhérons. Selon la philosophie existentielle de Sartre, l'être humain n'est rien d'autre que ce qu'il se fait, individuellement, même collectivement. Toujours suivant ce postulat, il n'est pas de valeur d'ordre transcendant. Les valeurs ne sont que d'origine, que d'ordre immanent. Elles ne viennent pas du ciel des idées platoniciens. Elles ne sont que valeurs créées par les hommes et pour les hommes. Par-delà,
Nul ne naît avec des valeurs comme on est avec des doigts, des pieds ou des oreilles. On n'en est pas avec un programme de valeurs. Celles-ci sont essentiellement acquises, intégrées, assimilées, parfois choisies en conscience dans les valeurs du groupe dans lequel on est advenu. À partir de ces critères, nous choisissons, nous agissons, nous évitons des jugements de valeur. C'est là mesurer les éléments, les idées, pour juger, pour mettre sur la balance et peser avec nos valeurs, en lieu et place du poids, pour reprendre l'image de la balance. Alors, pour répondre à la question de Christian, je développerai la valeur qui est une des valeurs parmi lesquelles je mets en premier, bien que beaucoup de valeurs sont des valeurs essentielles pour moi. Je développerai l'idée d'une valeur qui m'est essentielle, qui est l'honnêteté. Pour l'instant, je rends la parole. Très bien. Merci Guy. Alors, dans l'ordre, là, j'ai Christian, Jean-Yves et Britt. Alors, Christian. Oui, bonjour. Bonjour. Ce qui m'apparaît le plus évident dans tout ce qui a été dit, c'est la confusion. Ça me paraît extrêmement confus. Après tout ce qu'on a dit, je ne sais toujours pas ce qu'on entend par notion de valeur. Et bon, cette confusion est normale parce que ça reflète tout à fait, quand on regarde la philosophie aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dit sur la notion de valeur, c'est aussi confus que ce qu'on a entendu. Donc, c'est pas nouveau. Je suis désolé de vous voir. Non, mais vous ne savez pas. Je suis en train de dire que la confusion, on la retrouve dans la philosophie aujourd'hui. D'accord. Donc, cette confusion n'est pas originale. Hein. Alors, pour vous, quelle est la valeur qui guiderait votre vie ou qui a guidé votre vie? À mon avis, il y a une question à poser avant. C'est la définition qu'on donne à la notion de valeur. Donnez votre définition, il y en a des dizaines de définitions. C'est ça le problème, il y a des dizaines. Donc pour moi, alors, je vais donner ma définition. Et, quand on lit un traité d'axiologie, on s'aperçoit que la manière dont s'élabore une axiologie, c'est la branche de la philosophie qui s'occupe des valeurs, ça fait de axe central, et on s'aperçoit que l'élaboration d'une axiologie est entièrement dépendante de la définition qu'on donne à la notion de valeur. Et bon, donc votre définition, en fait. Oui, alors je pense qu'il faut être très soigneux sur la définition. Et alors la première chose, une définition, il faut qu'elle soit le plus possible neutre. C'est-à-dire qu'elle ne présuppose pas, en l'occurrence ici, qu'elle ne présuppose pas la relativité ou l'absoluité des valeurs. Si elle présuppose un des deux, c'est foutu. Donc, ma définition, comment je définis la notion de valeur? Pour moi, la notion de valeur, c'est quand on fait quelque chose, il y a une justification. Cette justification, elle ne peut se faire que par rapport à quelque chose qui est plus fondamental ou plus élevé, ça dépend dans quel sens on prend, que la chose elle-même. Et cette justification, elle va peut-être avoir besoin d'une justification elle-même. Donc il va y arriver un moment où on ne pourra plus justifier, on devra avoir quelque chose qui ne peut pas se justifier. C'est ça que j'appelle une valeur, ce qui est absolu. Enfin, ce que chacun d'entre nous considère comme absolu. Ça peut être, donc ça ne présuppose pas une absoluité, mais ce que chacun d'entre nous considère comme ultime. C'est ça que j'appelle les valeurs. Alors, si on définit les valeurs comme ça, ce qui est intéressant d'abord, c'est que ça réunit drastiquement le nombre des valeurs. Par exemple, la démocratie, c'est pas une valeur. La démocratie, elle se justifie pas par elle-même. Elle a besoin de quelque chose d'autre. Et ultimement, quelque chose qui va pas pouvoir recevoir de justification. D'accord. Si on définit les valeurs comme ça, elles sont assez peu nombreuses. Il y a la liberté, la justice, l'amour, la vérité, le bonheur,
la liberté, je ne sais pas si je l'ai dit, ça limite considérablement le nombre des valeurs. Le pouvoir, par exemple, ça peut être un truc, la beauté, et ce qui me paraît intéressant dans cette définition, c'est qu'elle ne présuppose pas ni la relativité ni l'absolu des valeurs. C'est absolu pour quelqu'un qui s'adonne comme tel, donc c'est relatif à une personne, mais c'est en même temps, elle marie l'absoluité et la relativité. Elle ne préjuge pas ni de la relativité ni de l'absoluité. D'accord. Voilà comment je définis la notion de valeur. D'accord, merci. Maintenant, je pense qu'il faut être clair sur la définition qu'on donne à la notion de valeur pour commencer. Oui, mais même si on a chacun la nôtre, il faut qu'on soit clair sur ce qu'est une valeur. Vous avez exprimé clairement votre définition. Maintenant, on va poser la question aux autres. Alors, après Christian, c'était Jean-Yves. C'est ça? Oui. Merci. Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend, Christian. Excusez-moi. Bonjour. Donc, quand j'ai vu le sujet la dernière fois, j'ai pris une note à propos de ce qui me venait à l'esprit à ce moment-là. C'était de dire que le sens, c'est-à-dire les significations comme logique, donc voilà, les significations en tant que logique se répercutent sur la conscience des scientifiques ou des philosophes. Je confonds volontairement les deux. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a admis que le fameux mot sur la conscience qui dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, il reste encore, comment dire, à le respecter, quoi. Et à propos de conscience, donc, ce qui est très étudié actuellement par les neurosciences, je remarquais qu'elle pouvait se considérer comme une mesure et un jugement simultanément. Et donc, en termes de groupe, ce qui est important pour qu'on aboutisse avec ce dont on prend conscience, eh bien, ce dont on prend conscience, c'est plutôt les dangers, les dangers, donc les problèmes du climat, etc. Et comment dire, les problèmes sociaux, les problèmes d'alimentation, tout ça. Donc on peut dire que on peut se demander d'ailleurs, sachant que c'est assez élémentaire à formuler, comment il se trouve qu'on puisse regretter que ça avance si lentement, la résolution de ces problèmes. Comme par exemple la pauvreté ou les famines, etc., qui continuent à perdurer quand même dans certains endroits du monde. Voilà, c'est tout. Merci. Donc après Jean-Yves, c'est Britt. Oui, merci Christian. Dans cette longue liste que tu nous as donnée par deux sociologues, j'aimais bien, disons, deux valeurs. Et le premier, qui me tient beaucoup à cœur et qui est controversé, hein, l'universalisme. Le deuxième qui, pour moi, tombe sous le sens parce que tout le monde l'a, le sens du pouvoir. Mais je ne sais pas si vraiment je l'aurais mis dans la catégorie des valeurs, le pouvoir. C'est plutôt désir, motivation. Effectivement, oui, ils ont défini ça comme ça. Effectivement, pouvoir. Pour moi, c'est une valeur qui se discute parce qu'elle peut mener à beaucoup d'abus. Bon, alors, comme la question était quand même qu'est-ce qui nous tient à cœur, quelle est la valeur morale à laquelle nous n'aimerions pas nous soustraire, renoncer, pour moi, c'est la capacitation, c'est-à-dire empowerment en anglais, la capacitation, c'est-à-dire donner le pouvoir ou se donner le pouvoir, l'acquérir ce pouvoir pour, par exemple, pour penser par soi-même, ce qu'on devrait faire dans les cafés philo ou pour agir dans la cité, des choses comme ça. Et bon, la capacitation donc est la valeur à laquelle vraiment je ne voudrais pas renoncer et qui n'a pas été nommée curieusement. Pour moi, c'est la justice. Et ben voilà, c'est ça.
C'est-à-dire rendre justice, par exemple, et ça me tient à cœur, à ceux qui ne peuvent pas se défendre. Et actuellement, une civilisation qui traite les animaux comme elle les traite, et dont on voit les conséquences partout, par le climat, aussi bien que par la pandémie. C'est une civilisation qui me fait peur, hein, et qui mérite d'être corrigée quand même dans un autre sens, parce que la justice, ça inclut aussi ceux pour lesquels, alors on devrait défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre. Les animaux, autrefois c'était les femmes, elles arrivent maintenant avec le droit de vote et autres possibilités de se défendre. Et aussi, il y a, enfin bon, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin, mais je ne vais pas, dans un café philo, donner complètement le sens de... Je pense. Voilà. Merci. D'accord. Merci. Alors, après Britt, j'ai Edith. Edith, à toi là. Pop pour 15 minutes. Non. J'étais pas là tout au début, donc j'ai pas entendu la liste des valeurs que tu proposais, parce que bon, on est d'un vieil âge et nous avons enfin réussi à trouver un lieu où nous vacciner. Voilà, très difficile. Bon, alors j'ai juste entendu l'intervention de 94, je sais plus combien là, 60, 58, qui s'interrogeait sur le sens du mot valeur. Alors justement, le sujet c'est quelle valeur morale est pour vous la principale? Et j'ai appris auprès de Ricoeur que le mot moral n'est pas un sens. Enfin, le mot moral vient de mœurs, mos, Maurice, et c'est-à-dire vient du latin et donc a été inventé en quelque sorte par les Romains qui avaient comme objectif d'instituer des lois pour réguler les mœurs. Donc une valeur morale, c'est une valeur régulatrice. Et c'est ce qu'on retrouve chez Kant, l'impératif catégorique. Hein, la morale commande. Alors que le mot éthique, qui vient de ethos, qui a le même sens, hein, les mœurs, mais c'est un mot qui est grec, et les Athéniens n'avaient pas la même mentalité collective, on va dire, que les Romains. Ils vivaient et c'est dans une période troublée, après la guerre d'Athènes et de Sparte, de la tyrannie, de la démocratie, etc. Et donc, le problème des Grecs qui ont inventé le mot éthique, valeur éthique, et non pas valeur morale, c'est de proposer des valeurs pour vivre ensemble. Donc, l'éthique recommande, l'éthique conseille. Et c'est en ce sens que Épicure a écrit la lettre à Ménécée, c'est en ce sens que Aristote a écrit l'éthique à Nicomaque, alors que Kant a écrit l'impératif catégorique, hein, et que les Romains cherchaient aussi des lois pour réguler les mœurs, et non pas des valeurs pour recommander, à conseiller pour vivre, et pour vivre ensemble. Donc, finalement, quand tu nous poses la question « Quelle valeur morale est pour vous la principale ?» ben, il y a deux
directions possibles de réflexion. Quelle valeur morale est pour moi en tant que citoyenne la principale, et quelle valeur éthique est pour moi en tant qu'individu. D'autre part, tu demandes quelle est la valeur morale, la principale. Donc ça signifie qu'il y en a plusieurs. Bon. Or, il y a une contradiction dans les termes. Parce qu'une valeur morale, c'est une valeur qui est dite valoir pour tous, universelle. Yes, I understand that. How are you doing? Olof, votre micro. Yes. Off. I'm doing okay. I'm Alors, trying to clarify situations around Alexander. Alors, effacer les icônes, merde. Oh là 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 là. I see the horizon. Olof. Shut your micro, please. Oh, no. Olof, Je ne peux pas tout seul. Alors, effacer, créer des réunions, écriture des sous-titres, verrouiller les spectateurs, désactiver la sourdine. Voilà. Alors, attendez, je vais remettre, il faudra rallumer vos micros. Il faut que tu rallumes ton micro, voilà. Voilà. Alors donc, comme il y a plusieurs, il y a un problème. S'il y a plusieurs valeurs morales, alors qu'une valeur morale, c'est une valeur universelle. Et d'ailleurs, il y a eu un débat entre Kant et Hume, effectivement, où Kant a mis l'accent sur le fait qu'une valeur morale, c'est une valeur universelle, parce que c'est une valeur qui est rationnelle, qui parle à la raison de tous. Alors que Hume, dans son débat avec Kant, et notamment dans son enquête sur les principes de la morale, 1751, il explique que une valeur, sans doute, elle a quelque chose de rationnel, une valeur morale, et donc qu'elle parle à la raison de tous, mais qu'en même temps, il est impossible de prouver à un individu qu'il doit être moral, même si c'est rationnel, parce que la vérité de la valeur, en quelque sorte, elle est certes rationnelle, mais elle n'est pas désirée. Et donc, il y a un problème. Quand tu nous dis quelle valeur morale est pour vous la principale, moi, je l'entends, quelle valeur morale est pour moi la principale en tant que citoyenne, déjà, quelle valeur éthique en tant qu'individu, et deux, je me dis, mais comment je peux prouver à toi et à d'autres que la valeur morale à laquelle je tiens, c'est vraiment une valeur bonne pour tous. D'où les débats qu'il y a aujourd'hui, qui sont faramineux, et qui relèvent de cette difficulté et de cette contradiction. Alors moi, pour moi, et je reviendrai peut-être dans le débat après, pour moi, la valeur éthique en tant qu'individu qui me tient à cœur, c'est, mais j'ai pas trouvé son terme, je sais pas, j'ai pensé probité, mais c'est tenir sa promesse. C'est que mon discours soit suivi d'actes qui correspondent à ce discours. Ça, c'est ma valeur éthique, la principale, pour moi, en tant qu'individu. Et j'ajoute que, pour moi, la valeur principale en tant que citoyenne, c'est aussi tenir ses promesses. C'est-à-dire que quand on participe
à un débat public, hein, pour savoir si on est d'accord avec la loi qui va être votée sur les principes républicains ou le séparatisme, la loi qui va être votée sur le crime d'inceste, la loi qui va être votée sur etc., etc., eh bien, que le discours tenu soit continué par des actes qui le réalisent. Ça, pour moi, c'est la valeur morale qui me semble... alors, je ne sais pas si ça s'appelle la probité. J'ai cherché probité dans le dictionnaire, hein, et c'est un mot qui a vieilli, mais qui signifiait effectivement intégrité. Britt parlait de capacité à, eh bien peut-être capacité à tenir sa promesse, à faire que l'idée, le discours devienne réalité. Voilà. Merci Edith. Juste une remarque, tu as parlé d'éthique et de morale. Bon, l'éthique, le mot éthique, c'est un mot qui, un peu comme valeur, est employé à toutes les sauces en fait. Donc il y a l'éthique commerciale, l'éthique médicale, l'éthique les entreprises disent notre éthique, etc., etc. Donc pour moi l'éthique, la morale c'est en général, et l'éthique c'est la morale appliquée à un domaine. Voilà. Bon, c'est un peu la même chose, mais chaque domaine a ces valeurs différentes qui peuvent convenir à l'une et pas convenir à l'autre. Donc voilà, je voulais juste parler de ça. Alors, Edith, j'ai Marie-Claude. Oui. Écoutez, moi, je pense que je suis complètement hors sujet, parce que comme c'était quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous, moi, j'ai travaillé sur deux valeurs qui me semblent importantes. Bah, très bien. Et je trouve que le débat, alors là, personnellement, je trouve que le débat commence, mais je ne vois pas en quoi on peut avancer dans le monde en parlant. Je suis d'accord avec Kant et autres, mais je trouve que pour l'instant, les valeurs, elles restent un petit peu fumeuses et très intellectuelles. Donc moi, en fait, pour moi, j'ai travaillé sur le respect et la tolérance qui me semble être indispensable, en tout cas pour moi, pour vivre avec les autres. Et parce que avoir du respect et de la tolérance, c'est avoir de l'égard vis-à-vis des autres ou des choses. Parce que dans la vie, on respecte les autres, les opinions. Voltaire disait « Je ne vous aime pas, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vos opinions soient reconnues. » C'est la reconnaissance de l'autre, le respect de ses pensées et aussi le sens de soi-même. Parce que l'estime de soi, ce n'est pas de la vanité, c'est justement avancer, avoir du courage pour réaliser ce qu'on veut faire. On doit aussi, bien sûr, respecter les animaux et la nature. Pour moi, c'est un tout. Je pense que c'est nécessaire pour vivre ensemble, que dans la vie, il y a droit et devoir, et sans le respect, on ne peut plus faire de règles, on ne peut plus faire de lois, il n'y a plus de liberté. À l'opposé du respect, je mettrais le mépris, la jalousie, qui, moi, est ce qui est pire au monde. Parce que je plains beaucoup les gens jaloux, parce que je pense qu'ils sont déjà beaucoup manipulés par tout le monde, et ça rend la vie vraiment très, très dure. La tolérance, elle est avec le respect, parce qu'on admet les manières de l'autre. C'est-à-dire qu'on admet l'autre dans son altérité, dans son assertivité, on accepte la différence. Et aimer l'autre, comprendre l'autre, c'est l'accepter de toute intégrité. Ça, pour
nous, c'est pour lui qu'on doit l'accepter. Et Ton son est mauvais, Pardon? Ton son est mauvais, ça fait que de couper. Ah bah, écoute, j'ai déjà eu beaucoup de mal, là, ça fait 3 fois que je me déconnecte. Bon, bah là, ça marche mieux, et il y a des moments où ça coupe. D'accord. Et justement, toujours aussi pour le guérant, la peur, la jalousie, et rendent et amènent au mal. Je pense que c'est le respect et la tolérance, l'ennemi, ça peut conduire au mal. Mais c'est un point de vue personnel. Moi, je l'ai traité en perso. Ça vient demander des exemples perso. Très bien, très bien. Alors, moi, je vais juste faire un petit commentaire. Pour moi, la tolérance et le respect, c'est deux choses totalement différentes. La tolérance, c'est quand on tolère, on voit par exemple un mendiant dans la rue, on le tolère, on passe à côté, on le regarde à peine, mais on le tolère. Pour le respecter, il faut le regarder, éventuellement lui dire bonjour, le reconnaître. Moi, oui, mais moi je lui dis bonjour. Oui, non, mais je ne dis pas pour. C'est juste pour expliquer la différence entre respect et tolérance. Hein, pour moi, c'est deux mots différents. Et après le respect, il y a la tolérance d'abord, il y a le respect, et après il y a l'amour. Mais on pourra faire un débat sur le sujet éventuellement un peu plus tard. Ensuite, c'est Agnès, première prise de parole. Alors par contre, oui, tu n'as pas de micro. Je vois que tu as le casque, mais tu n'as pas de micro. Bon, bah écoute, tant pis. On va passer donc à Guy. Et si Agnès se branche, elle reprend la priorité. Hein. Bien sûr. Si tu arrives à faire marcher ton micro, je te repasse la parole, Agnès. D'accord. Donc, moi, je voudrais un petit peu répondre à notre ami dont j'ai perdu le nom, qui s'appelle 94 60 56. C'est un Christian aussi. Christian. Ah, c'est un Christian, d'accord, un Christian. Je me le note pour savoir, d'accord. Bon, bah, écoute, oui, c'est bien parce qu'on peut avoir des approches différentes, c'est à partir de là où on va commencer à débattre. Hein. On n'a pas tous exactement la même approche, effectivement. Pour moi, je pense que la valeur n'est pas une définition floue. Elle peut être floue pour certains, floue pour les autres, je ne leur conteste pas. Mais pour moi, le mot valeur n'est pas flou, ou alors il l'est pour les relativistes par intérêt, par manque de conviction. Et donc, c'est vrai que si on part du fait que les valeurs sont floues, alors il n'y a aucune valeur qui est universelle. J'ai des valeurs personnelles auxquelles je crois. Il se peut que je sois plus ou moins utopiste par rapport à mes conceptions de la vie, mais c'est des valeurs qui sont miennes et qui sont réelles, même si je ne peux pas toujours les partager, mais je les partage avec beaucoup de personnes. Et donc, sur le deuxième point, je disais que ma valeur personnelle est l'honnêteté. Oui, elle est l'honnêteté dans le sens du rapport avec les autres. L'honnêteté dans le propos, j'aime bien dans un débat, par exemple, quand les gens s'engagent, comme je vois là aujourd'hui, et qu'on ne surfe pas sur un sujet, qu'on s'engage véritablement. Et je pense que ça se rapproche de ce que disait Edith, de la probité. On s'engage et on respecte, on est vraiment on s'engage dans ce qu'on a dit, on respecte ce qu'on a dit. Effectivement, et je me réfère toujours à Kant, parce que bon, ben, c'est quand même un de nos philosophes de référence. Et quant au respect du propos et de l'action, en fait, que nos actions correspondent bien à nos propos, et c'est là le principe d'honnêteté que je mets en valeur, moi, hein, c'est celui-ci, agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en loi universelle. Donc je crois que la valeur qui est mienne, elle est valeur d'honnêteté envers les autres, valeur d'honnêteté envers moi. Et lorsque je fais une action, eh bien, comme me disait quelqu'un, imagine toujours que les autres sont en train de regarder ce que tu fais et peut-être que tu changeras ta façon de faire. Voilà pour la valeur que je défendais, qui est l'honnêteté. Merci Guy. Là, j'ai Gilles Petit. Oui, bonjour. C'est bien difficile de définir quelle est la valeur que l'on préfère si l'on sait que les valeurs sont parfois universelles. Moi, je pense d'ordre général qu'on a d'autant plus besoin de morale
qu'on n'a pas de moralité, c'est-à-dire une capacité à se conformer à une certaine morale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'hésiterai très largement entre les différentes valeurs que j'ai conjuguées dans ma vie. Ainsi, par exemple, je pense que l'engagement a été un point fondamental de ma vie, mais je pourrais dire aussi que la couardise a aussi été par moments des moments historiques de ma vie. Donc, c'est difficile de distinguer quelle est la valeur qu'on préfère. L'engagement enchaîne la responsabilité, qui enchaîne la loyauté, etc. Et je ne saurais pas choisir. En fait, ma réponse est que je ne saurais pas choisir quelle est la valeur que je préfère, si ce n'est peut-être la valeur de Capgemini à la bourse, que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup vu. Voilà, c'est tout. Merci. Non, mais c'est exact que heureusement qu'on ne s'attache pas à une valeur. Il y en a tellement qu'on ne pourrait pas vivre comme ça, quoi. Voilà. Alors, après Gilles, Marie-Claude a redemandé la parole. Oui, je reviens un peu sur le débat, parce que je me demande à travers notre conversation très intéressante comment on peut avancer dans le vivre ensemble. Si vous traversez le périph', si vous rencontrez des jeunes en difficulté, si vous rencontrez des gens qui ont des petits soucis, pas très, très bien moralement, soi-disant, même si vous leur parlez le mot valeur, d'abord, ça n'évoque rien. Ça reste totalement flou, à mon avis. Il faut parler de choses concrètes. Moi, j'aimerais justement, et je pensais qu'on allait avancer là-dessus, quelles étaient les valeurs indispensables pour arriver à vivre ensemble. Parce que moi, ma finalité, c'est quand même effectivement le vivre ensemble, avoir des amis, partager des choses, en apprendre, découvrir des écrivains. Là, je suis un peu bloquée. Bah, c'est à toi de nous débloquer, Marie-Claude. Non, moi j'aimerais savoir comment on fait tous les jours. Là, chacun donne une belle idée. On est tous, on va dire, dans la valeur un peu vanité. Je suis le meilleur. On explique beaucoup de choses. Moi, je veux savoir comment on fait sur le terrain. Moi, effectivement, j'ai quelques SDF dans ma rue. Il y en a 2, 3. Je peux parler avec eux. Je connais leur vie. Je sais ce qu'il y a eu. Pour moi, c'est un moyen d'accès. Si tu veux leur dire bonjour, quelle est la valeur aujourd'hui, vous avez relu Kant, ça ne va pas. Mais oui, c'est le débat qui me va pas. Je pense que ça. Ah bon, bah écoute, désolé. C'est un débat, on va dire, trop, comme à l'école, voilà. Classe de philo, cours. Ah bon, bah écoute, moi j'ai pas l'impression d'être professeur, j'ai jamais été professeur dans ma vie. Non, mais c'est pas toi, ça vient, c'est les dérives du sujet. Pour moi, j'ai 2 mots là, puisque c'est l'engagement, comme l'ont dit 2, 3 personnes. Alors, tu vas parler de vanité de chacun. Moi, c'est pas par vanité, c'est tout. C'est non, mais engagement. Alors, allons-y dans l'engagement. Bah, l'engagement. Les valeurs nous conduisent à nous engager. Dans quoi? Point d'interrogation. Bah, toi, par exemple, tu t'es engagé à créer ce café philo depuis un certain nombre d'années. C'est un engagement que tu as pris et que tu tiens. Et ben, c'est bien. Moi, c'est des gens. Voilà. Bon, bah, alors on est d'accord. C'est moi qui ai mal interprété. Voilà, c'est tout. Et personne n'a raconté sa vie pour se mettre en avant vis-à-vis des autres. On a tous des expériences. On a cité des expériences, mais pas pour les mettre en avant vis-à-vis des autres. Bon, moi, les 2 mots, c'est l'engagement et la transmission. Ça, avec Brit, on l'a dit souvent, dans bien des cas. Pour nous, c'est l'engagement et la transmission, les 2 mots-clés de notre façon de vivre et d'agir aujourd'hui. Maintenant, c'est sûr que les cafés philo, ça passionne pas les foules.
Ah bon, bah, c'est comme ça, on a fait des choix, mais chacun fait des choix dans la vie. Et le principal, c'est d'avancer et pas de, comme disons, créer du tort aux autres. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'on est dans une période quand même qui me semble très difficile, violente. Et oui, je pensais que les valeurs pouvaient peut-être aider. Parce que quand tu vas, moi j'ai fait beaucoup de réunions avec des jeunes dans le 9-3 et autres, je veux dire, tu leur parles de respect, ils ne savent même pas ce que c'est. Et il y a une valeur dès le départ. Alors c'est comment, effectivement, comment on peut aider, comment on peut avancer pour qu'il y ait moins de merde dans ce monde, quoi. Écoute, Marie-Claude, tu as dit il n'y a pas longtemps qu'il y en avait marre de parler du Covid, de la crise, des machins, des choses comme ça. Mais on y revient toujours. De toute façon, c'est obligatoire. On vit une période difficile, mais on ne va pas rentrer dans un dialogue. Là, on est en train de bavarder entre nous, alors qu'il y a 10 personnes qui parlent autour. Alors après, excuses et plein de bisous. Il y a André en première prise de parole. André? Oui, je suis là, oui. Oui. Très bien. Oui, on entrera peut-être dans les détails, je ne sais pas, mais je voudrais dire d'abord que c'est Kant, avec ou sans Kant. Et alors, c'est pas comme ça par fantaisie que je dis ça. C'est intéressant de savoir que Kant a dit à un moment donné que jamais on ne peut pas être vraiment sûr qu'aucune valeur ait pu être créée dans le monde, parce que la valeur, d'abord, ce qui est anti-kantien, mais vous me direz peut-être on s'en fiche que ce soit kantien ou pas kantien. Ouais, poursuivre la discussion très longtemps. Moi, je suis tenté de dire que c'est Kant ou pas c'est Kant ou pas de morale du tout. Je m'expliquerai là-dessus si on veut. Donc, Kant dit bizarrement, peut-être, on n'est jamais sûr qu'une seule valeur, qu'un seul acte moral. Vas-y. Oui, alors on ne peut jamais être sûr qu'un acte est vraiment un acte moral. Mais qu'est-ce qui permet de dire ça? Alors je suis un petit peu rapide, si vous voulez des précisions, j'en donnerai après. Lorsqu'un épicier rend très honnêtement la monnaie à un enfant, une chose est sûre, c'est que on ne peut pas assurer que ce comportement est un comportement moral. Par exemple, l'épicier a rendu la monnaie, mais parce qu'il voulait pas quand même découvrir que l'enfant s'était fait rouler, et par conséquent, oui. Non, je regarde. Oui, d'accord. Vas-y. Donc, l'épicier ne vole pas un enfant, et parce que c'est, dit Kant, non pas par devoir, mais conformément au devoir, c'est-à-dire il est conforme au devoir que l'épicier ne rende la monnaie à un enfant, parce que c'est très embêtant si l'enfant rentre chez lui et dit oh là là, mais j'ai l'impression j'ai pas eu ma monnaie, etc. Et les parents vont être furieux, donc je vais perdre un client, et si je perds un client, c'est embêtant. Donc c'est fondé, si l'épicier est honnête, c'est fondé sur la peur des conséquences. Les parents furieux ne vont plus du tout aller chez cet épicier. Ce qui est important, si on traite ce sujet, c'est que ce qui caractérise une valeur, c'est qu'elle n'est pas, mais elle doit être. Et la plupart du temps, elle n'est pas, parce qu'on n'est jamais absolument sûr que quelqu'un a agi par morale, réellement par morale, et non pas conformément à la morale. Conformément à la morale, ça veut dire que extérieurement, ces actes ne sont absolument pas, on peut absolument pas les distinguer d'une conduite réellement morale.
encore une fois, et là je suis un petit peu trop répétitif, j'en suis conscient. Donc oui, là, la personne agit par devoir et non pas conformément au devoir. Je suis tout prêt à vous m'expliquer un petit peu là-dessus, mais ce qui caractérise un acte moral, c'est effectivement, il est fait conformément au devoir. Bon, je préfère vous répondre si vous le souhaitez seulement, mais on ne pourra jamais assurer qu'un acte est totalement moral et n'a pas été fait conformément au devoir. Voilà. C'est peut-être un peu clair, un peu obscur, je suis tout prêt à m'expliquer. Non, non c'est bon. Justement, tu parles de Kant, et de devoir. Bon, tout le monde a entendu parler de la correspondance entre Kant et Walter Benjamin concernant le fait qu'il y a quelqu'un qui vient chez toi frapper à la porte, un de tes amis, qui dit voilà, cache-moi, je suis poursuivi par la police, etc., etc. Donc Kant dit ben non, il devra le dénoncer, et Benjamin dit non, il devra le cacher. Alors il devra le dénoncer par devoir à la loi. Bon, je ne sais pas comment tu interprètes ça. Non, on ne peut pas dire par devoir conformément à la loi. Par devoir, c'est parce que je suis sommé, en quelque sorte. Oui, on dit souvent, mais comment quelqu'un est poursuivi par des méchants qui veulent le tuer, on arrive et puis on dit, mais écoutez, par où est-il parti? Je dois, le devoir m'impose d'obéir à une loi universelle. Or, par conséquent, je dois dire, même en sachant que le fuyard va être tué, est-ce que dans ce cas-là, ce cas terrible, je dois là aussi obéir? Bien sûr que non. C'est pas du tout ce que dit Kant, hein, bien sûr. Mais cette phrase de Kant a souvent été mal comprise. Alors, ce qui est une valeur, c'est ce qui doit être. Et précisément, le propre de ce qui doit être, c'est que c'est forcément une injonction d'obéir à une loi universelle. Et on verra que, parce qu'il y a trois impératifs chez Kant, et ces trois impératifs se tiennent entre l'un même à l'autre. Mais bon, je préférerais peut-être qu'on me pose des questions. Mais si on ne peut pas critiquer Kant, on a le droit de critiquer Kant, hein, bien sûr, comme n'importe quel philosophe, comme on a le droit de critiquer Hegel, etc. Mais encore faut-il qu'on ne caricature pas Kant. Kant, bon. D'accord. Et j'avais d'autres choses à dire. J'aurais préféré qu'on me pose 2-3 questions. Voilà. Bah oui, bah écoute, tu pourras intervenir dans le cadre du débat après, en fonction de ce qui sera dit. Ou oui, des gens qui interviennent, qui veulent te poser des questions, il n'y a aucun problème. Donc la parole maintenant, après, donc, excusez-moi, ça y est, c'est Britt, voilà, Britt. Britt. Bon, je veux parler d'exemples concrets, parce que Marie-Claude, elle pose la question du vivre ensemble et d'une éthique ou de la loi morale que nous avons appliquée. Alors, je vous donne un exemple. Et c'est des révélations que je viens d'avoir, c'est tout récent, parce que ça n'a pas été connu dans les détails, tout au moins avant. Je prends cet exemple de Samuel Paty, ce professeur qui voulait éclairer ses élèves sur la liberté d'expression, sur l'exemple des caricatures de Mahomet, et qui a été décapité par un tueur religieux au nom d'Allah. Et qui l'a aidé pour faire ça? C'est des adolescents qui se sont laissés corrompre par ce tueur même
avec quelques billets, les liasses de billets de 50 €, hein, et ils lui ont livré le professeur. Alors, tout à l'heure, je parlais de ma valeur à laquelle je ne voudrais pas renoncer, c'est la capacitation. Ce professeur a tout fait pour incapaciter les élèves. Il voulait en tout cas faire ça, et il n'y est pas arrivé. Alors, il n'y est pas arrivé, pourquoi? Parce que là, on vient au vivre ensemble. Hein. On vient au vivre ensemble parce que apparemment, la religion qui demande que l'obéissance à des dogmes empêche ces élèves d'être en capacité et de penser par eux-mêmes. Hein. La capacité de penser par eux-mêmes à travers un éclairage différent de ce que dit la religion ou de ce qu'ils entendent à longueur de journée dans leur milieu social. Alors, c'est ça, l'incapacitation, c'est un devoir que chacun à son poste a de contribuer au vivre ensemble pour ne pas... Alors, il y a aussi le fait que l'académie, c'est-à-dire les responsables qui sont au-dessus de ce Samuel Paty comme professeur, n'a rien fait pour ni pour l'encourager, ni pour le protéger, surtout pour le protéger. Il savait qu'il y avait, soi-disant, des rumeurs et cette révolte contre ce langage libre et justement des Lumières, le langage des Lumières, liberté d'expression, c'est les Lumières, et donc une loi universelle dont nous sommes héritiers. Cette administration scolaire est au courant, elle n'a rien fait pour protéger ce professeur. Bon, ce sont des choses qui, moi, personnellement, me révoltent, et je trouve que le vivre ensemble est très, très mal mené dans notre société actuellement. Et avec la pandémie, ça va s'aggraver parce que cherche toujours les boucs émissaires des mots. Et voilà, c'est très... Voilà, je voulais juste donner un exemple de notre société actuelle, de ce qui se passe et ce qui est très grave, à mon avis. Ouais, mais bon. Ouais, merci, oui, mais bon, il ne faut pas faire d'un cas une généralité, c'est toujours pareil. Je voudrais revenir aussi sur ce que disait Marie-Claude dans le 94. Les jeunes ne connaissent pas le respect, je regrette, mais c'est une erreur. C'est pas parce qu'il y a un jeune ou sur 100 qui a une plus grande gueule que les autres que les autres ne connaissent pas le respect. Je ne suis pas d'accord. Je vais étonner quelques-uns peut-être, mais je démarre là des ateliers philo avec des jeunes de terminale d'un lycée professionnel. Donc, comme vous le savez, ceux qui sont anciens profs de philo, la philosophie n'est pas enseignée dans les lycées professionnels. Donc, j'ai démarré un cycle de 5 ateliers philosophiques avec des élèves de terminale de lycée professionnel du Bois, et je peux vous dire que ces élèves sont aussi intelligents et respectueux que ceux du lycée d'Henri IV. Voilà, donc il ne faut pas non plus généraliser pour dire que tout est mauvais. Non, il y a aussi du bon. Voilà, excusez-moi, le prochain, c'est Edith. Edith, si tu veux rallumer ton micro. Edith. Alors, oui, plusieurs trucs. Effectivement, moi aussi, je participe à un atelier philo avec enfants à Ivry, dans le 94, et au centre de loisirs d'une école d'Ivry, voilà, une fois par mois. Et
Et donc, ce sont des enfants de 6 à 12 ans. Et on leur fait passer, avec la directrice donc, du centre Auré, on fait passer eh bien, l'allégorie de la caverne qu'on raconte, le mythe X, Y, un conte, etc., à partir duquel on essaye justement qu'ils s'approprient, qu'ils prennent, comme dit Britt, la capacité de réfléchir à des mots qu'ils utilisent spontanément ou qu'ils ont entendu utiliser, alors comme le respect, ou comme l'honnêteté, ou comme la probité, ou le mensonge, ou le devoir, ou faire son devoir, ou être conforme à, etc. Donc, il est possible de se référer à des auteurs de philosophie et à des romanciers et à des conteurs et à des chanteurs, pour donner envie à des gamins, et pas seulement à nous les vieux croutons, donner envie à des gamins de philosopher, en se référant à des textes. Bon. Et donc, en ce sens, je pense que la référence à des auteurs, Marie-Claude, la dernière fois, j'en ai pris plein la tête, hein, parce que je faisais la référence à l'actualité, 1, 2, parce que je faisais référence à des auteurs que je n'interprétais pas comme d'autres. Donc, je pense que oui, la référence à l'actualité, 1, la référence à des auteurs philosophiques et autres, 2, nous aide à réfléchir sur les valeurs qui sont pour nous les principales. Alors, il a été dit que éthique et morale ne sont pas identiques. Je suis bien d'accord avec ce qu'a dit Christian, en ce sens que l'éthique, c'est la moralité appliquée à un domaine. On parle de l'éthique de l'environnement, de l'éthique professionnelle, etc. Mais justement, parce que l'éthique, la valeur éthique, c'est la valeur pour un individu, dans son métier ou dans son activité. C'est pas la valeur morale, c'est-à-dire celle qui vaut pour tous, comme disait, je crois que c'est non pas Françoise, mais André, on est nécessairement kantien, c'est-à-dire que la valeur morale, c'est la valeur, c'est ce qui vaut. Une valeur, ça veut dire quoi? Ce qui vaut. Bon, ce qui vaut pour moi, et dit Kant, pour que ça soit moral, il faut non pas que ça vaille seulement pour moi, il faut que ça vaille pour tous. Bon, voilà. Donc, la dimension d'une valeur morale, c'est pas la même que la dimension d'une valeur éthique, qui vaut que pour moi. La dimension d'une valeur morale, c'est la dimension universelle. Bon. Mais, et là, il y a un débat, et Christian a fait a parlé du débat entre Walter Benjamin et Kant, mais il y avait déjà le débat entre Kant et Hume. Effectivement, est-ce que ce qui vaut pour tous est compris par chacun comme étant une valeur? Et Hume lui dit, si c'est pas désiré, c'est pas compris. Ça a beau être ce qui vaut pour tous, ça a beau être rationnel, c'est pas compris. Il faut que ça soit désiré aussi. Et c'est ça qui fait que on a effectivement chacun des valeurs éthiques, hein, et pas forcément des valeurs morales. Bon, donc pour moi, je répète, moi, c'est la probité. Mais la probité qui vaut pas seulement dans mon métier, pas seulement dans mon activité, pas seulement dans mon engagement, comme disait Gilles Petit, mais qui vaut aussi
en tant que qui vaut, je trouve que ça doit être une valeur morale et pas seulement une valeur éthique, parce que je trouve que ceux qui aujourd'hui nous parlent du respect, tu dis Marie-Claude, ceux qui aujourd'hui nous parlent de la responsabilité que nous devons avoir par rapport au fait de se vacciner ou pas, ceux qui aujourd'hui nous disent que il faut l'égalité des chances et qui veulent réformer l'ENA pour qu'il y ait vraiment une égalité des chances en acceptant la diversité. Hein? Bon, en reprenant d'ailleurs une idée de Bourdieu, mais qu'il modifie complètement. Bon, ceux qui aujourd'hui font des lois sur le séparatisme, bon, ils font des beaux discours pour vivre ensemble. Mais quels sont les actes concrets, les moyens? Tu parlais d'actes concrets dans ta rue. Bon, moi je parle d'actes concrets aussi dans ma ville. Mais c'est valable aussi au niveau d'une nation, et peut-être au niveau d'une communauté de nations, j'en sais rien. En tout cas, la probité, c'est-à-dire le fait de faire ce que je dis, de tenir la promesse que je fais, de passer de mon discours aux actes, eh ben ça me semble une valeur qui est non seulement éthique pour moi, mais qui est morale, qui est morale. Ceci dit, comme dit très bien Hume, hein, c'est une valeur universelle, elle est rationnelle, mais bon, si les gens la désirent pas, et il y a plein de gens qui la désirent pas. Et quand Britt a signalé l'histoire de Samuel Paty, elle se répète aujourd'hui avec un prof de philo, justement, qui s'appelle Didier Lemaire. Alors bon, j'ai écrit là-dessus à certaines personnes. Je peux t'envoyer, Marie-Claude, le texte que j'ai écrit là-dessus. Effectivement, hein, il a essayé. Voilà. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Alors, dans les ordres de prise de parole, j'ai Christian, c'est bien ça? Vous aviez demandé la parole? Josiane aussi. Bon, j'ai demandé aussi Josiane aussi. Ah, Josiane. Donc, c'est première prise de parole, Josiane. Après, Marie-Claude. Oui. Après, Jean-Yves. Josiane. Donc, moi, ce que je comprends, c'est que la perte de spiritualité actuellement nous amène à un excès de goût du pouvoir. Enfin, ça a été un peu de tout temps, mais là, on atteint des sommets. Et donc, ça nous fait oublier une valeur qui, pour moi, est, avec la probité, certes, importante, la probité, évidemment, mais c'est une valeur qu'on oublie un peu, c'est l'humilité. Alors, pour moi, c'est une valeur qui est un petit peu à la base de tout, parce que ça permet justement de s'éloigner un peu de ce goût du pouvoir, de ce goût de tous les leurres qu'on nous propose actuellement comme des valeurs, en fait, de grande qualité. Donc, l'humilité, ça nous permet de se mettre à la portée des autres, ça nous permet d'être tolérants, ça nous permet d'être curieux, d'être ouverts. Oui, et quand on est humble, on n'a pas envie de prendre ce qui n'est pas à nous. Donc, ça nous ouvre sur l'altruisme. Voilà, moi je suis en somme pour cette qualité un petit peu démodée. Voilà, pour cette valeur. Merci Josiane. Donc après Josiane, j'ai Marie-Claude, Jean-Yves, Guy, André. Marie-Claude. Je ne vais pas dire, mais je réponds un peu à Edith. En fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Mais moi, mes jeunes, ce n'est pas comme les tiens, ni comme ceux de Christian. Ce sont des jeunes qui sont déscolarisés en 5 ou qui sont durs, hein, pour les grands. Donc, moi, il y a une valeur qui est importante, c'est la reconnaissance.
parce que quand tu commences à parler avec eux d'égal à égal, en fait, ces mômes-là, bah, ils se mettent à chialer. Eux aussi le vivent très mal. Et je pense que justement, de ne pas commencer par des grands discours, mais d'essayer de passer par des grands frères, choses comme ça, pour leur parler, ça fait avancer et ça leur fait découvrir de vraies valeurs. Et j'en ai qui ont fait des chemins, d'ailleurs, extraordinaires. Et il faut être reconnu. Tout à fait. Je suis bien d'accord avec toi, Marie. C'est comme dans le travail. La nouvelle mode des managers, c'est bonjour, si tu ne fais pas ça, tu es largué, il y en a 10. Est-ce que tu en fais? Je maintiens mon hypothèse là-dessus. Ce que j'en fais, au niveau où je suis à la retraite. Donc, je ne suis pas dans Oui, non, mais bon, quand on travaille ou dans la vie, les choses, c'est pareil. Parce que se réfugier dans une règle ou dans une loi, c'est facile. D'accord, non, mais bon, essayer de voir, d'analyser, c'est mieux. Tu vois, ce que nous, on fait avec Brit, entre autres, ces problèmes-là, on fait des débats avec des sociologues qui ont travaillé sur le sujet, comme Vincent Paul-Jacques, comme, je ne sais plus, enfin, un certain nombre qui ont travaillé sur ce sujet. Excusez-moi, Jean-Yves. Et juste sur la reconnaissance, Hegel. Mais ça fait rien. Tu as raison, Marie-Claude. Mais Hegel, il a dit des trucs. Ce que tu as dit. Mais on fera un débat sur la reconnaissance. Il y a un philosophe allemand qui a écrit un bouquin sur la reconnaissance que j'ai lu éventuellement dans le mois prochain. Franchement, c'est incroyable. Enfin, je ne vais pas vous faire chialer, mais que ça soit un ouvrier, que ce soit un jeune en difficulté, quand tu lui parles à lui, de lui, sans juste un peu de paternalisme, finalement, dans le temps, ça marchait bien. Hein. Ce n'est pas des robots, justement, des êtres humains. Exactement, comme nous. Nous, c'est pareil, quand on parle de nous, on aime bien. Voilà. Et du coup, ils ont envie de te prouver que, bah oui, ils vont le faire. Exactement. Eh bien, Jean-Yves, excuse-nous. Oui, oui, bien sûr. J'avais parlé de conscience en supposant que ce qui était intéressant, justement, un petit peu comme le proposait Edith, c'était la valeur qui veut pour tous. Et pourquoi je parle de conscience? Parce que même si c'est lié à un jugement ou un… Comment dire, qu'est-ce que oui, c'est lié au sens que les gens ont des choses et donc, enfin, aux significations, à la sémantique, si on veut. Et donc, en cela, c'est une, enfin, je ne sais pas si on peut l'appeler fonction, mais qui permet de comprendre le monde. Et en cela, c'est différent de ce que font les religieux de toute catégorie. C'est-à-dire que parler de conscience, c'est parler d'esprit critique, c'est parler de logique ou de ce que la philosophie est devenue partiellement. Enfin, c'est développé à travers des sciences. Voilà. Donc, voilà, je disais la valeur de ce que l'on comprend. C'est-à-dire que c'est lié à la personne elle-même, ce qu'elle comprend, parce que c'est ce qui permet de vivre. Et par contre, alors non pas par contre peut-être, mais alors de ce sens-là, quand les gens au nom de leur propre conscience se rallient autour de choses, d'actes ou de comment dire ou de projets, c'est nécessairement comment dire plus fort que si au contraire on en est dénué de cette conscience-là. C'est pour ça que je citais la phrase sur conscience n'est qu'une de l'âme. Et comme on parlait de robots tout à l'heure, effectivement, on peut se demander si avec l'intelligence artificielle et le fait que l'une des pointes avancées de la recherche soit trahie en devenant du commerce et éventuellement de la dictature de la donnée, comment dire, on peut s'inquiéter. Merci. Merci Jean-Yves.
Alors après Jean-Yves, j'ai Guy et André ensuite. Guy. Je reviens sur quelque chose que j'ai déjà peut-être un peu abordé, c'est que comment dirais-je, vouloir relativiser les valeurs me semble quelque chose de très dangereux. En dehors peut-être d'une posture intellectuelle qui permet de ne pas s'engager, ça peut nous donner des choses terribles. Je donnerai un exemple que tout le monde connaît, de manque de valeur totale. C'est Eichmann, c'est la banalité du mal, où il n'y a ni bien ni mal, où la seule valeur éthique, c'est d'obéir aux ordres. On a ça aussi peut-être dans un livre que vous avez lu, ou un film, qui s'appelle Le Liseur, où une ancienne capot n'avait comme valeur que d'obéir aux ordres sans se poser la question de la valeur de ces ordres, si c'était humain, si ce n'était pas humain. Je pense que dans toutes les dictatures, des gens sans valeur vont retrouver, ce sont les bêtes de somme qui vont accompagner les dictatures. Donc relativiser les valeurs, dire qu'elles n'existent pas en réalité, me paraît une position dangereuse. Cela amène à la barbarie si on tue les valeurs. Bien d'accord. Merci Guy. Alors on a dit après Guy, c'est André. André. André, si tu veux bien. François, il faut allumer le micro d'André. Voilà, merci. André, on t'écoute. Dès qu'on parle des valeurs, on tombe dans une espèce de cercle vicieux, j'ai remarqué, qui consiste à dire que ce qui définit la valeur, c'est justement le fait d'avoir de la valeur. Autrement dit, on explique la valeur par la valeur. Pour ce qui est de ce sujet, et pour ce qui est du sujet moral, je reste assez proche des notions de la philosophie traditionnelle, c'est-à-dire dans le domaine moral, on distingue la forme et le contenu. Et précisément, le danger de s'en tenir à la forme, c'est de dire « Ah, mais ce qui est moral, ce qui est totalement moral, c'est d'aller chercher une vertu, une qualité, et de dire c'est ça le plus important. » Par exemple, j'ai entendu tout à l'heure, ce qui est très important, c'est le courage. Ce qui est important, plus important que tout, c'est l'honnêteté, c'est le raisonnement. Donc on donne une sorte de valeur d'universalité à des notions qui certes sont très importantes. Le fait d'être honnête avec les autres, est-ce que c'est important? Oui, bien sûr, c'est très bien d'être honnête, mais on retombera à ce moment-là dans le danger que Kant signale, qui est de dire le plus important c'est ça, et par conséquent la forme c'est plus important que le contenu, et on ne pourra, et là on redevient kantien, je redeviens kantien, on ne pourra jamais assurer qu'une action qui nous semble admirable n'a pas été dictée par quelque intérêt un peu sournois. On ne pourra jamais en être sûr. Autrement dit, Kant dit la morale n'est définie ni dans le ciel ni sur la terre. Voilà. J'ai l'air d'avoir fait une fixation sur Kant. C'est un peu le cas parce que sa philosophie est extrêmement rigoureuse sur ce domaine. Voilà. Là encore, j'aimerais qu'on me pose des questions parce que on trouve toujours que Kant est le lieu commun, c'est de dire ah oui mais Kant c'est quand même beaucoup trop dur. Nous sommes des êtres humains, nous souffrons et on doit donc définir la morale à partir justement de ce contenu et non pas à partir de la forme. Bon. J'ai pas dit tout ce que j'avais envie de dire, et c'est vrai que quand, lorsqu'on en parle en classe terminale, on dit bon, ben c'est un Allemand, donc il est rigide, il fait pas sa place à l'amour, à la sensibilité. C'est pas tout à fait ça que dit Kant. Bon, voilà, j'y reviendrai si vous le souhaitez. J'ai décidé d'être kantien. Bon. Ok. Bah, écoute, ta voisine a demandé la parole, donc Françoise, si tu veux intervenir.
Oui, quelques mots seulement pour participer quand même un peu au débat. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit André à propos de Kant. Et probablement que, on n'est jamais sûr, comme il l'a bien dit, qu'un acte dit moral soit entièrement moral, c'est-à-dire soit entièrement désintéressé. Et le seul fait de faire un choix d'une valeur morale, le choix indique le désir, donc fait que l'affect va intervenir par rapport à cette valeur morale, l'entachant en quelque sorte en tant que purement morale au sens de Kant. Cela dit, je me suis quand même laissé aller à admirer et respecter une valeur morale qui a déjà été indiquée, le courage. Le courage qui est la condition, qui comporte la prise de risque à tous les niveaux, y compris psychique. Anne de Fourmentel a écrit un beau livre là-dessus, sur le risque. Et le courage, condition qui permet de vaincre la peur et qui permet de s'engager, justement, condition de l'engagement. Donc l'engagement n'est jamais purement moral et il est toujours aussi affectif, et heureusement, car c'est ce qui nous donne l'élan et le goût d'agir. Voilà. Il faut être courageux parce qu'intrépide. Je ne peux pas parler là. Si, André veut ajouter quelque chose. Non, simplement, on peut être courageux parce qu'on a envie de frimer. On peut être courageux. Oui. On peut être courageux parce qu'on va se faire bien voir de la personne sur qui on a des vues. Ouais. Oui, et sans aucune véritable. On peut être téméraire. Ouais. Risquer, courir des risques ridicules, et on dira, oh là là, et quand même, il a été courageux, vous avez vu. Voilà, j'arrête. Je suis d'accord. Ouais, le courage, j'ai vu une définition il y a 30 ans où on disait en fait le courage c'est une émotion. Bon, maintenant il y a plusieurs sortes de courage, mais par exemple, je prends l'exemple du gars qui a escaladé l'immeuble pour aller sauver un gamin qui était accroché au balcon. Il est parti sur une intuition, sur une émotion en voyant ce gamin. Avant, personne n'aurait dit c'est un mec courageux. Et après, on a dit c'est un mec extrêmement courageux. Donc, bon, il y a différentes, mais c'est aussi un autre débat. On en a beaucoup de choses à parler, hein, en fait. Donc, après, je ne sais pas qui a, j'ai une demande de parole. Gilles, ben voilà, j'allais te poser passer la parole, Gilles, parce que tout à l'heure, tu as mis une remarque. Bon, si tu voulais l'expliciter, on a d'autant plus besoin de valeurs, on n'a pas de moralité, c'est-à-dire de capacité à se conformer. Alors, est-il possible de dégager une valeur principale quand ce principal s'oppose à la valeur? Merci, Gilles. Oui, j'ai écrit ça, mais en définitive, ça revient à dire un petit peu que une incapacité à dégager quelle valeur est la principale pour nous, c'est-à-dire ça nous confinerait dans une espèce d'impossibilité de choix. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais dire aussi, par exemple, que l'engagement que j'ai cité comme une valeur pour moi, je ne suis pas sûr que mon engagement vient d'une détermination intellectuelle à m'engager. Peut-être que cet engagement vient peut-être en opposition à ma famille, dont je ne partageais pas les vues pour des raisons de soumission intellectuelle de l'enfant par rapport aux parents, dont je ne partageais pas la vue, par exemple la vue politique. Alors peut-être me suis-je amusé à aller avec l'humanité dans ma poche aux messes des officiers supérieurs pour faire chier un peu mon père au début. C'était peut-être ça, tout simplement. Donc je voulais dire que je dis que l'engagement est au cœur de ma vie, mais que bien entendu, je ne sais pas si l'engagement est la valeur principale. Et je crois que j'ai fait preuve d'engagement assez souvent, mais il me semble que quelquefois, j'ai fait preuve de l'inverse, c'est-à-dire de couardise. Voilà, alors je voulais dire que
on n'est pas dans un monde où on peut dire d'une manière constante qu'on a été en quelque sorte valeureux. J'ai bien aimé aussi l'intervention de Josiane, parce que alors que chacun se glorifiait dans une valeur extrêmement monétarisée, Josiane a parlé de l'humilité, et je trouve que ça faisait un contrepoint intéressant. Voilà, donc je trouve le sujet intéressant. Je te remercie de la manière dont tu diriges les discussions. Merci Gilles. Alain, est-ce que vous souhaitez intervenir? Vous n'êtes pas intervenu depuis le début et je vois que vous suivez ça avec beaucoup d'attention. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire? Vous coupez le micro. Alors, voilà. Ça y est. Voilà. Oui, effectivement, je suis avec attention. Je n'avais pas trop d'idées préconçues. Je me référais à deux auteurs qui, à mon avis, sont à deux bouts d'un spectre. Il y a Kant, bien sûr, dont on a beaucoup parlé, et à l'autre bout, il y a Augustin. Saint Augustin avait une vision tout aussi moniste que celle de Kant. Il disait « aime et fais ce que tu veux ». À partir du moment où on aime, c'est vrai, on est libre de faire de bonnes actions, puisque normalement on est guidé par l'amour d'autrui. À mon avis, ça ne, comment dire, ça ne dit pas de faire certains efforts, y compris intellectuels. Kant, je dirais qu'il a pris le problème volontairement, par régression, à l'envers. C'est demandé pour que la loi morale existe, qu'est-ce qu'il faut comme condition. Et à la fin, il aboutit à un seul sentiment possible, qui est le respect de la loi morale. Ça peut ressembler aussi à l'amour de Dieu ou à l'amour de l'humanité générale. L'amour de l'humanité, comme dans le Don Juan de Molière. Je te donne ceci, une aumône, par l'amour de l'humanité. Pour l'amour de Dieu, je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec une personne croyante et pratiquante, à qui je disais que ce qui me poussait à me comporter d'une manière aussi morale qu'elle, par exemple, c'était plutôt le sentiment, l'amour des gens, l'empathie, je devrais plutôt dire. C'est-à-dire, si j'avais été épicier, ce qui m'aurait poussé à être honnête et à lui rendre la monnaie au petit enfant sans l'escroquer, c'est la pensée que si je l'escroquais, il allait être triste, peiné, confié, se faire des reproches par ses parents, que sais-je encore. Le fait de perdre un client en soi m'aurait moins affecté que cette pensée-là. Donc, je serais plutôt du côté de Saint-Augustin. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant en ce qui concerne l'universalité. Comment rendre une morale universelle? D'abord, on pourrait se dire pas la peine de la rendre universelle. Après tout, je n'ai pas besoin de blâmer Eichmann, Marc Dutroux, que sais-je encore, Émile. Il me suffit de ne pas les aimer. Ceux-là, je les aime pas. Je les déteste même pas non plus, je n'ai pas de sentiment pour eux. Les autres, les gens en général, je les aime. Disons que, après, un sentiment de sympathie, d'empathie, vis-à-vis de n'importe qui, qu'il ne s'est pas manifesté d'une manière qui pourrait m'amener à le détester. Mais a priori, j'ai un bon sentiment vis-à-vis de tout le monde. Je vais me comporter normalement et même plus vis-à-vis de n'importe qui, simplement parce que ça me fait plaisir de faire plaisir et que ça m'embête de penser que les gens vont être mécontents. Je suis content si les gens sont contents, je souffre un peu si les gens souffrent. Si en plus j'y suis pour quelque chose, au fait que les gens soient contents, là je suis encore plus content. Voilà. C'est donc une morale du sentiment. Mais il y a une autre universalité dans le sentiment. C'est qu'en fait, ceux qui n'ont pas d'empathie, ou ceux qui semblent n'avoir pas de règle morale, ou une règle morale complètement dévoyée, du genre obéir, au fait, vous le savez probablement, mais Eichmann, à son procès, a déclaré qu'il avait appliqué la morale de Kant. Hannah Arendt réfléchit. Et plus récemment, Michel Onfray a la réfutation. Parce que c'est quand même plutôt Hannah Arendt qui a raison, mais ceci est une autre.
Bon. Mais prenons le cas, par exemple, d'un dictateur sans scrupules, prêt à tuer tout le monde à la manière du père Ubu, ou plus simplement d'un chef de bande de voyous dans une cité en lieu. Une discussion dans un film entre deux personnages. Il y avait un voyou et un médecin. Le voyou dit au médecin, t'as vu un président d'études et tu roules en Mercedes. Moi, j'ai la même bagnole, mais ça me prend une demi-rouleau, pas plus. Oui, mais pourquoi roule-t-il en Mercedes dans sa cité? Quel intérêt ça présente pour lui? De frimer, oui, mais non. Ben, en fait, il imite celui qui a fait 10 ans d'études. Il se ment à lui-même en même temps qu'aux autres, c'est-à-dire, il s'imagine comme quelqu'un qui a été capable de gagner vraiment son pouvoir d'achat, comme le médecin qui a fait 10 ans d'études. Même chose, d'ailleurs, c'est une expression que parfois ils emploient, être respecté. Le tyran sans scrupules veut être respecté. Mais en fait, il ne sera jamais respecté, il peut être craint. Ce qui est bien pour lui, c'est que les manifestations extérieures de la crainte ressemblent à s'y méprendre aux manifestations extérieures du respect. Mais ce n'est pas la même chose. En fait, on rejoint un peu Socrate, nul n'est méchant volontairement. Si nous étions capables d'être entièrement sincères avec nous-mêmes, nous verrions que nous avons un intérêt normal à être altruiste. Imaginez simplement que dans une centaine d'années, une pandémie pire que celle qu'on a actuellement tue tout le monde sauf une. La personne qui reste, par contre, est entourée d'automates divers qui assurent ses besoins. Il n'a besoin de rien, il va vivre très longtemps, mais il est tout seul. Il peut éprouver du plaisir, un plaisir qui manger des choses qui ont bon goût, mais par contre, il ne peut plus éprouver ni bonheur ni joie. C'est dans la relation avec lui que l'on peut finalement trouver une réelle satisfaction. Chose que ceux qui ne respectent pas la morale par défaut d'empathie ne se rendent pas compte. Voilà. Merci. Ensuite, j'ai Edith. Ce que Alain vient de nous expliquer me touche profondément, parce que ça renvoie à l'idée que l'engagement dont Gilles nous a expliqué que il était peut-être transmis et pas voulu de manière individuelle et personnelle comme un acte de courage, et que peut-être il fallait reprendre ce qu'a dit Josiane, qu'il fallait être humble quand on cherche quelle est la valeur morale pour nous. Eh bien, finalement, je rejoins aussi bien ce que vient de dire Alain, ce que a dit Gilles et ce que dit Josiane, sur l'idée que finalement, la sincérité avec soi-même, c'est peut-être ça qui est universellement répandu. Mais question, alors c'est en ce sens que, ça c'est pour Gilles, les engagés qui disent « Oui, vive l'engagement, nous sommes les résistants, nous nous sommes engagés contre. » Et puis il y a ceux qui disent
l'engagement, c'est un engagement volontaire. C'est pas contre, c'est pour quelque chose. Et c'est peut-être en ce sens que c'est transmis par des parents, des anciens, des philosophes, bon, qui nous ont appris à vouloir une idée, un idéal vers lequel tendre, et à vouloir se respecter soi-même, comme dit Marie-Claude, à vouloir être humble par rapport aux autres, comme dit Josiane, à vouloir qu'il y ait effectivement un idéal. Bon. Et c'est ce que je retiens d'un philosophe, excusez-moi encore, qui s'appelle Michel Serres, qui m'a expliqué et a expliqué à mes élèves quand il est venu leur parler il y a longtemps, en 1992 je crois, m'a expliqué que faut pas être contre, faut être pour. Et c'est ce qu'il a écrit dans le contrat naturel, hein, contrat social et contrat naturel. Faut pas être contre la société comme si, il faut pas être contre l'ennemi machin, il faut être pour. Mais quand on dit qu'il faut être pour, il faut être pour le respect, Marie-Claude, il faut être pour l'égalité homme-femme, il faut être pour la tolérance, encore que c'est une valeur politique, la tolérance à l'égard de ceux qui n'ont pas la même religion que soi. Bon, pour, mais faut être, comme disent ceux qui s'engagent, un engagé volontaire. Faut être pour quelque chose. Et c'est peut-être ça, finalement, que je retiens de ce remue-ménage qu'est ce café philo. Je passe de la probité à l'engagement volontaire. Merci. J'ai pas d'autres demandes de prise de parole. Est-ce que André, est-ce que tu souhaites intervenir puisque on a évoqué Kant, Alain a évoqué Kant en fait. Il demande si tu souhaites intervenir. Ah, oui. Non, je voulais juste, c'est juste une idée comme ça, on peut la reprendre, la trouver intéressante ou au contraire assez médiocre, assez réductrice. On a voulu expliquer aussi la morale de Kant à partir de, je dirais, son origine allemande. Et on a dit qu'en tant qu'Allemand, Kant avait une espèce d'horreur de tout ce qui pourrait relever de la sensibilité. Effectivement, la réduction de la morale à une sensibilité morale, c'est une idée qui a pu déplaire à certains. Et ça peut se discuter. Bon, il ne faudrait pas que ça soit interprété comme une sorte de germanophobie. Voilà. Il est moins 10, donc c'est peut-être, à moins que quelqu'un veuille intervenir. Marie-Claude, je vois que tu as allumé ton micro. Ah, Guy aussi. Alors, non, juste vous dire à la prochaine, mais j'attends. Vas-y. Tu pourrais faire une petite conclusion, si tu veux. Et puis, il y a le poète aussi. Oui, j'y pense. C'est pour ça que j'ai dit qu'il était moins 10 et que c'était l'heure du poète. D'accord. Alors, Guy, si tu veux bien. Je dirais, c'est pas une pique, hein. Je dirais que si j'avais pas lu Kant, je pourrais quand même avoir des valeurs. Mais par contre, d'avoir lu Kant, ça me permet de surfer sur la question et de ne pas m'engager. Donc c'est tout, c'est pour rire. Très bien, écoutez, je vous remercie. Moi, c'est un sujet que j'avais envie d'évoquer il y a longtemps. Il a été riche, en fait.
même s'il a un peu débordé à droite à gauche. Kant, personnellement, je ne connais pas. J'ai essayé. Et au centre, pas seulement à droite à gauche. J'ai pas compris, Edith. Pas seulement à droite et à gauche, au centre et aux extrêmes. En même temps. Okay. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. On va passer la parole au poète, à moins que Marie-Claude ait une annonce à faire avant. Ou elle le fera après. Oui, je le ferai après le poète. Bon, alors j'y vais. D'accord. Eh bien, écoute, vas-y, c'est enregistré encore. Intime universel des valeurs au pluriel. Justice et vérité, quoi qu'ils doivent en coûter. Morale, mœurs, rigueur morale, rigueur morale, régulation des mœurs. La valeur être fort et donc devenir fort en acte ce que je veux, ce que l'on dit, ce que je vaux, ce qu'on dit que je vaux. Éthique du vivre ensemble, citoyenne qui rassemble, valeur de probité, intègre capacité à tenir sa promesse, l'encapacitation, la potentialisation, tolérance, respect, rationnelle, sagesse, mutuelle, réciproque, reconnaissance de l'autre, l'altérité dans la différence, le sens de la valeur, la signification, la définition et la justification. Partage, lien social, du bien-être social, de bienveillance, l'exigence, d'un aimant planétaire, l'engagement volontaire, acquisition et transmission, valeur, moyen et fin, la finalisation. Immanente, concrétisée, transcendante, finalisée. Quant à la conscience morale, la loi morale en moi, Kant, comme un sens du devoir, morale du devoir, comme valeur morale qui nous habite, nous hante. Valeur en trinité, lucidité, humilité, fiabilité. N'en déplaise à Nietzsche, soumission du troupeau, la valeur morale, allegro ma non troupeau, Vincent Roca, mon alterca. Vertu, raison, passion, Descartes avec consentement, bonne passion. Spinoza, la valeur morale accroît l'être humain digne de ce nom. Pascal, travailler à bien penser, moi, bien être. Morale manquant chez non. Deleuze, ne pas être indigne de ce qui nous arrive. Valeur morale intuitive, transgressive, créative. Saint-Augustin, aime et fais ce que tu veux. Compassion, empathie, de l'amour le seul veut. La cristallisation de la valeur morale, du lien fondamental, le lien humain entier, lien d'amour, d'amitié. La climatique éthique, urgence écologique, et l'éthique du revenu universel, celle des nouvelles générations, le sel, Benoît Hamon, l'autre affaire du siècle, en sel, et d'amont en aval, l'agitateur, le veilleur, l'éveilleur du Val. Appel d'urgence existentielle et essentielle, fondamentale, humaine, valeur morale, intime, universelle, humanité, fidèle rebelle, belle et rebelle, humanité, au radical zèle, suscité et ressuscité, et de l'insurrection à la résurrection, cordiale, conviviale, la passion de l'humanité, fille de l'homme, humanité, c'est la lutte initiale. Merci Gilles. Merci Gilles, merci.